Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 9h35, je pose une question qui est volontairement un peu provocatrice. Les écrans pour les enfants, trop d'écrans, est-ce de la maltraitance? Alors pour parler de cela, avec nous, Marie-Claude Bossière, qui est pédopsychiatre, membre du collectif Surexposition Écran et membre de l'Institut de recherche et de l'innovation. Bonjour. Merci. Merci Bonjour. d'être avec nous. Olivier Duris, qui est psychologue clinicien, spécialiste des enfants et adolescents et de la médiation numérique, et puis l'un des responsables de l'asso 36912. Bonjour. Bonjour, il s'agit de prévention information. C'est ça. Dans cette association. Alors, lundi dernier, le ministre de l'Éducation nationale donnait des résultats, des tests, les résultats des tests pratiqués notamment 6e et 4e, bien plus ou moins bons ces résultats. Il reparlait de l'addiction aux écrans chez les plus jeunes qui serait l'un des facteurs des mauvais résultats. Le sujet évidemment inquiète de nombreux parents qui sont confrontés à ces écrans. L'utilisation du numérique se démocratise de plus en plus. Il y a l'utilisation de l'écran pour jouer, il y a l'utilisation de l'écran pour apprendre, et il y a l'utilisation de l'écran à l'école, dans l'enseignement. L'impact négatif sur la scolarité, les troubles du sommeil, la sédentarité, la cyberdépendance, toutes ces conséquences sont souvent ramenées à l'utilisation excessive des écrans dès la petite enfance. Bien, je vous pose la question tout de suite. Trop d'écrans pour les enfants, est-ce de la maltraitance? Madame Bossier. Alors, moi j'aurais du mal à répondre à cette question parce que je pense que les parents, s'ils exposent trop leurs enfants aux écrans, ça n'est pas de la maltraitance, c'est de la méconnaissance d'abord. Oui. Et c'est aussi le fait que on est on baigne tous dans ce bain du numérique. On est de plus en plus obligés d'être avec des outils numériques. On a de plus en plus une impossibilité à se déconnecter. Et par contre, quand les parents sont au courant des effets négatifs, ils ont envie de changer et là, ils se sentent coupables et là, ils se sentent avoir été maltraitants. Et il faut travailler avec cette question de la culpabilité aussi. Alors oui, on va parler des effets des écrans négatifs, mais certaines études disent, attention, c'est pas toujours négatif. Hein. Je me tourne vers vous, Olivier Duris, je vais prendre un exemple simple, je suis dans le train, dans le TGV par exemple, je vois des parents avec 2 enfants qui ont 2 ans et 5 ans. Que font-ils pour être tranquilles? Ils mettent ces 2 enfants devant les écrans pendant tout le voyage. 2 heures, 3 heures, 4 heures d'écran. Le coloriage existait à une époque. Il n'existe plus. Les enfants ne colorient plus. L'attention est différente. Est-ce que c'est vraiment si mauvais que ça? Là, est-ce que le parent est responsable d'un danger que court son enfant? En fait, ce qu'il faut expliquer aux parents à ce moment-là, c'est que le coloriage, il existe toujours. Mais l'enfant, il faut qu'on lui propose pour qu'il puisse s'y diriger. Oui. Et en effet, la problématique de l'écran va pas venir de l'écran en lui-même, mais majoritairement du fait que lorsque l'enfant est confronté à l'écran, en fait, il est dans une rupture de la relation parce qu'en fait, il n'y a pas d'échange de regard, il n'y a pas d'échange tout court. Et d'ailleurs, on voit les mêmes effets lorsque les parents eux-mêmes sont sur l'écran et que l'enfant est à côté. Il y a un concept là-dessus qui s'appelle la technoférence parentale. C'est quand les parents sont sur leur smartphone, par exemple, avec le petit à côté et qu'il n'y a pas d'interaction. Oui. Alors que quand il y a un coloriage, généralement, on va le regarder, on va le commenter, on va accompagner l'enfant. Et c'est ce genre d'activité. On va lui dire, regarde, tu dépasses, regarde. Ouais, c'est bien ça. Sûr. Et donc, en fait, c'est de ce genre de choses dont l'enfant a besoin, par exemple, dans les transports, mais un peu partout, dans les salles d'attente, au restaurant ou autre, c'est qu'on interagisse avec lui et qu'on le laisse pas seul face justement ici à cet écran. C'est pas l'écran, c'est l'interaction. L'interaction entre les parents et les enfants qui est dommageable. Absolument, absolument. Et c'est ça qui est fondamental dans les 3 premières années de la vie. Et c'est aussi pour ça qu'on dit pas d'écran avant 3 ans. Moi, je suis un petit peu spécialiste de cette tranche d'âge. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le bébé au temps du numérique, où effectivement, tout ce qu'on a appris d'un point de vue théorique sur ce qui est nécessaire au développement de l'enfant, à la relation, ce qui va en faire un petit être humain à partir de 3 ans, ce qui est peut-être un peu plus compliqué avant, ça dépend de l'interaction avec son parent, ça dépend de son accompagnement. Effectivement, dans cette scène
que vous décrivez, l'enfant il va mobiliser énormément de choses, c'est-à-dire à la fois sa motricité, puisqu'en fait il va prendre un crayon, il va saisir le crayon, il va tester sa force, le crayon va tomber, il va aller le chercher. Tout ça, c'est des choses qui sont absolument impossibles avec un écran. Et puis, il va être dans une interaction avec son parent. Le parent va lui montrer, il va dessiner un petit soleil, il va lui dire, voilà, il y a quelque chose aussi d'une imitation et d'un apprentissage progressif. On ne sait pas qu'on apprend des choses, mais on apprend des choses qui sont absolument fondamentales dans l'échange, dans le langage. Oui. Alors, je regardais cette enquête et de la littérature, revue de la littérature scientifique. Vous avez vu ça, hein ? Vous l'avez vu, qui estime que les recommandations sanitaires ne devraient pas concerner uniquement la durée d'exposition aux écrans, mais aussi le contexte d'utilisation. C'est bien ce dont on parle, le contexte d'utilisation de l'écran. Totalement. En fait, l'étude de McDonald's il y a quelques années montre quelque chose de très intéressant, c'est que si on prend en compte uniquement l'écran en lui-même dans les études, on se rend compte que leur impact n'est pas si fort que ça. En fait, ce qui est fort, c'est pas l'écran, mais c'est aussi le manque de disponibilité des adultes, c'est le manque d'accès aux jouets, c'est le manque d'accès aux sorties extérieures ou des choses comme ça. Et c'est en fait une fois qu'on prend tout ça en compte qu'il y a en fait des impacts développementaux. C'est une forme de temps volé ? C'est le temps volé aussi ? Oui, tout à fait. L'écran vole du temps ? Oui. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce discours. Allez-y. Que l'écran, quand il est là, il induit des choses. Donc, alors effectivement, il y a l'usage qu'on en fait, mais on sait bien qu'on est tous addicts, qu'on passe beaucoup plus de temps que ce qu'on souhaiterait sur un smartphone. Quand on compte le temps qu'on a passé, on est toujours extrêmement surpris, c'est au moins 2 fois plus. Et puis, dans l'écran, il y a aussi des mécanismes qui sont des mécanismes addictogènes, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de plus en plus d'images qui défilent de plus en plus rapidement avec des sons, etc. C'est quelque chose qui sollicite dans le cerveau une zone particulière qui fait qu'on ne peut pas se décrocher. Vous êtes dans un restaurant, vous voyez un écran allumé, vous ne pouvez pas faire autrement que de le regarder. Donc, bien sûr, il y a l'accompagnement, il y a la façon dont on s'en sert, mais l'écran en lui-même, c'est quelque chose qui est à la fois quelque chose de miraculeux, parce que ça nous donne énormément de choses en termes de connaissances, de savoir, mais aussi qui a des effets toxiques, ce que dans le groupe de recherche où je travaille, on appelle la question pharmacologique. Alors, les effets toxiques, pour les plus jeunes, les 2, 3, 4 ans, il est réel. Alors ensuite, il y a débat autour de l'utilisation des écrans par les un peu plus âgés, à l'école, par exemple. J'ai vu que la Suède, vous connaissez bien mieux que moi ce qui s'est passé en Suède, les Suédois sont revenus sur le tout écran à l'école. En France, il y a des questions qui sont posées. Et puis on parlera aussi des écrans pour les ados, ou les pré-ados. Parce qu'après les ados se débrouillent, mais les pré-ados. Il est 9h43, tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Les écrans et les enfants, dans vos cabinets respectifs, est-ce que vous faites en sorte que les écrans soient bannis ? Vous disiez, Olivier Duris, que vous mettiez des jouets et des livres à disposition des parents qui venaient consulter avec leurs enfants. En fait, moi je travaille avec la question des écrans directement. Donc ce que je fais, c'est que pour la salle d'attente, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas justement cette coupure, et donc je vais proposer des livres ou des jouets pour que les parents attendent et justement fassent quelque chose ensemble. Après, moi je fais partie des psys qui justement se servent des écrans en tant qu'outil de médiation. Donc au contraire, quand par exemple je vais recevoir un pré-ado ou un ado qui a des problématiques avec les écrans, l'idée c'est aussi d'essayer de réfléchir autrement et de penser à un autre usage. Donc voir un peu comment ça se fait. Utiliser l'écran autrement. Exactement. Utiliser l'écran autrement. Vous n'êtes pas du tout, vous ne vous alarmez pas contre l'utilisation du numérique pour les plus jeunes. Alors non. J'ai failli ajouter l'utilisation abusive. Alors il y a quand même du travail. Ça veut dire que pour moi, ça fait partie quand même d'une politique préventive, mais au plan national et autres. Ça veut dire qu'il faut pouvoir aussi à la fois faire une question de questions éducatives, pouvoir en parler aux parents, pouvoir en parler aux jeunes et tout ça, mais à la fois, par exemple, penser à des architectures dans les villes qui permettent aussi aux jeunes de faire autre chose que les écrans. Si par exemple, vous retrouvez aujourd'hui dans Paris avec des parcs où les jeunes peuvent faire du foot et où après on installe des énormes pots de fleurs qui les empêchent justement de
pouvoir jouer ensemble, au bout d'un moment, ils ont plus d'espace pour eux, et après, ils s'enferment et ils jouent sur les écrans. Et ça, c'est ce que montrent les études de sociologie aujourd'hui. Oui, mais c'est plus facile de rester chez soi et de jouer sur un écran dans sa chambre. Mais parce qu'il n'y a pas d'espace aussi pour ça aussi. Il y a pas, parce que les parents ne les incitent pas et parce que les enfants, ils sont plus tranquilles, là, ils jouent à distance avec les copains. Ce que les études montrent, c'est que c'est plutôt l'inverse, en fait. Bon, c'est plutôt l'inverse. C'est d'abord, en fait, il y a un manque de structure et du coup, les enfants ont dessus. Vous êtes inquiète? Moi, je suis extrêmement inquiète. Extrêmement inquiète. C'est pour ça que je me mobilise dans ce collectif et dans ce groupe de recherche. C'est-à-dire que moi, dans ma pratique, j'ai vu arriver des enfants de 2 ans et demi, 3 ans, qui ne parlaient pas, qui ne répondaient pas quand on les appelait par leur prénom, qui n'avaient pas d'interaction avec les autres enfants, pas d'interaction avec leurs parents, qui n'avaient pas de langage ou un langage très stéréotypé. Vous savez, de faire défiler les couleurs en anglais, de faire défiler les chiffres en anglais sans avoir la moindre notion, effectivement, du nombre dans sa réalité. Et des enfants qui étaient très, très surexposés aux écrans. Et à tel point que des fois, je les voyais arriver dans le couloir et je me dis, ça, c'est encore un enfant des écrans. Et ce qui m'a, moi, beaucoup mobilisée, c'est que quand les parents arrivent à modifier les choses et à se réintroduire eux-mêmes dans la relation et dans l'environnement de l'enfant, c'est-à-dire quand on leur fait comprendre qu'il n'y a rien de mieux que les parents pour éduquer un enfant. Un outil numérique, bien sûr, ça va avoir beaucoup de valeur plus tard. Que effectivement pour apprendre le langage, ça n'est pas un écran. Que pour apprendre une chanson, ça n'est pas un écran. Il faut qu'il y ait quelque chose, une relation. Et quand les parents arrivaient à modifier ça, au bout d'1 mois, 2 mois, moi je voyais des enfants qui étaient modifiés, dont le visage s'était modifié, s'était ouvert, qui commençaient à développer un vrai langage. Alors avec beaucoup de retard, mais c'était un vrai langage, et qui, manifestation des parents, disaient, vous savez, docteur, pour la première fois, la semaine dernière, il m'a fait un câlin. Donc ça m'a mobilisée. Parce que je me suis dit, voilà, tous ces enfants, ils vont alimenter les files d'attente dans les services de soins, alors que les services de soins sont déjà complètement saturés, en grande difficulté. Vous savez qu'il y a 40 départements français où il n'y a plus un seul pédopsychiatre. La moyenne d'âge des pédopsychiatres, c'est 63 ans. Donc je dresse le tableau. Qu'est-ce qu'on fait alors pour tous ces enfants, pour toute cette génération? Et voilà, c'est ça qui m'a mobilisée. Oui, mais je comprends que vous soyez mobilisée. Je parlais des plus petits, maintenant parlons de la tranche d'âge. Je sais pas moi, 5-10 ans. Les 5-10 ans, comment doit-on faire avec les écrans? Je suis parent, 5-10 ans, quelle pratique dois-je avoir avec les écrans, Olivier Duris? Les écrans, ça doit être pensé comme une activité. Donc ça veut dire qu'un enfant a besoin pour ses activités d'avoir un cadre, savoir quand ça commence et quand ça se termine. On va pas dire à un enfant qui dit je veux sortir jouer au foot avec mes copains, tu rentres quand tu veux. Parce que il a besoin aussi de savoir à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit. Tu rentres à 19h et tu rentres pas à 20h. Et avec les écrans, c'est pareil, que le jeune puisse savoir déjà quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine, et qu'il puisse y avoir un accompagnement. L'objectif en fait avec les écrans, c'est vraiment de le penser dans l'assaut 36912, on parle du triple A, ça veut dire de l'alternance, donc pas que des écrans, ça veut dire aussi de la régulation et de l'apprentissage de l'autorégulation, et également un accompagnement, donc ne pas laisser le jeune seul et pouvoir cadrer ça et faire en sorte qu'il y ait d'autres activités à côté. Vous êtes d'accord, Marie-Claude Bossière? Pour les 5-10 ans. Alors, difficile de leur interdire les écrans. Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, regarder un petit dessin animé de 20 minutes avec un enfant, c'est toujours extrêmement intéressant. Ça permet d'échanger, de commenter les émotions aussi, de décrypter les images, c'est parfait. Mais effectivement, je suis d'accord avec mon collègue, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut limiter, il faut cadrer. Pas n'importe quoi. Parce que on sait que les smartphones arrivent de plus en plus tôt aussi, dans la poche des enfants. À quel âge faut-il? Oui, parce que ça aussi, je vois des enfants qui ont 7 ans avec des smartphones. Ça, je peux pas comprendre ça, mais je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? À quel âge est-ce qu'on doit donner un smartphone, confier un smartphone ou un téléphone à un enfant? Il n'y a pas d'âge clair. Les études ne donnent pas d'âge clair. Après, généralement, ce qu'on explique aussi, c'est il faut que ça devienne utile. Par exemple, si l'enfant rentre seul du collège, là, ça peut être utile qu'il ait un téléphone. Mais en fait, souvent, ce qu'on explique, c'est qu'il faut que vous ayez une raison, que ça soit discuté, que ça soit pensé en avance. Généralement, pour moi, c'est à partir de l'époque du collège que ça peut devenir intéressant. Si, encore une fois, c'est cadré et c'est pas dans la poche, on donne le sans limite. smartphone au collège? Vous êtes pas tout à fait d'accord, Marie-Claude Bossière? Quelle est la différence entre un smartphone et un téléphone? Parce que qu'on puisse avoir besoin de téléphoner, d'envoyer un SMS, ok. Est-ce qu'on a besoin d'être connecté à Internet en permanence? Non, ça c'est autre chose. Alors il y a des collectifs de parents qui se mobilisent là en France et beaucoup en Espagne. J'ai entendu là récemment en Espagne un réseau social qui est très mobilisé sur cette question. Il y a un groupe en France qui s'appelle Pas de smartphone avant 15 ans. Alors
voilà, est-ce qu'on peut imaginer qu'un collégien ait un téléphone, un ancien comme un téléphone à clapet, et puis un smartphone un peu plus tard, pourquoi pas? D'autant qu'il y a des mouvements justement des jeunes, en particulier aux États-Unis, qui reviennent justement à des téléphones sans connexion Internet, et ils ont le plaisir de se retrouver à la bibliothèque, dans les terrains de jeu, et de discuter ensemble, ce qui est, voilà, et de se voir en vrai, comme on dit. Oui, c'est une façon de se rendre moins dépendant des écrans, hein. Et effectivement. Mais c'est là où, encore une fois, et c'est vraiment important de le dire, il faut aussi que les bibliothèques, les terrains de jeu puissent accueillir les jeunes. Et ça, en fait, c'est un truc qu'on remarque aujourd'hui, qu'il y a moins cet espace-là. Oui, je ne veux pas être là, le père Fouettard, condamner les écrans. C'est pas question. Il est question de les utiliser intelligemment et raisonnablement, hein. C'est bien cela, on est bien d'accord. On va pas condamner les écrans. Parce que là, je parle de la tranche suivante. Les 10-15 ans. Les 10-15 ans, c'est vrai, les 10-15 ans commencent à être sur les écrans, ils jouent. Alors j'oublie les smartphones. Là, ils jouent. Ils sont dans leur chambre. Ils ont un ordinateur parce que c'est logique pour travailler. Pour travailler, il faut un ordinateur. Maintenant, on travaille de plus en plus, de moins en moins de livres. Trop d'ailleurs. Est-ce qu'on supprime trop les livres à l'école, Marie-Claude Bossière? Moi je pense, oui. C'est vrai que le numérique s'est imposé comme ça de façon massive au lycée, au collège. Maintenant, il envahit l'école primaire. Et puis c'est bien que l'école maternelle, c'est aussi en train de se faire. Alors oui, vous citiez tout à l'heure cette mesure suédoise de revenir à du papier. Il y a aussi, moi j'ai lu un livre très intéressant de Marianne Wolf qui s'appelle Lecteur reste avec nous, qui parle comme ça, qui est neuroscientifique américaine et qui parle justement de la façon dont on apprend la lecture. C'est-à-dire que le cerveau humain n'est pas a priori câblé pour apprendre la lecture spontanément. C'est un effort. Il faut s'y mettre très souvent. Et elle dit à quel point ça développe à la fois l'esprit critique, la capacité d'empathie, puisqu'on se met dans un autre monde quand on lit, donc ça développe l'empathie, et on sait qu'en ce moment l'empathie chez les enfants c'est quand même un peu problématique. Et elle dit mais on est dans un monde numérique, donc comment faisons-nous? Donc elle parle un peu de bilinguisme, c'est-à-dire qu'il faudrait apprendre un peu les deux, mais ne pas quitter le papier qui donne quelque chose de tout à fait spécifique. Vous êtes d'accord, Olivier? Oui, totalement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la culture numérique ne remplace pas la culture du livre. Alors, en fait, c'est un autre type d'apprentissage, il y a d'autres choses. Et par exemple, ce qu'on conseille souvent aux professeurs avec les TBI, les tableaux blancs interactifs, c'est si on s'en sert comme on se servait d'un tableau blanc, ça n'a pas d'intérêt de passer par le numérique. Par contre, si on ouvre à ce que d'autres choses qu'il peut faire, comme par exemple montrer des photos, faire des schémas ou des choses comme ça, là, ça devient intéressant. Mais il faut surtout pas remplacer le livre qui apporte des choses intéressantes, et par contre se servir du numérique justement de manière à apprendre de nouvelles manières de faire, parce que les jeunes... Nouvelles manières de faire ou en complément. C'est ça, les jeunes ne maîtrisent pas forcément les outils parce qu'ils les ont dans les mains, il faut qu'on leur apprenne aussi. Merci à tous les deux, passionnant. On pourrait parler des heures de ce sujet. Oui, vraiment. des heures. Marie-Claude Bossière, merci. Olivier Duris, merci à tous les deux. Il est 9h56. Vous allez retrouver après les infos Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, qui reçoivent la réalisatrice d'Enquête exclusive, Caroline Nogueras, et le réalisateur de TF1 Productions, Mathias Favron. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.